L'histoire secrète des méga-bassines débute dans les années 80, au cœur du Marais Poitevin. Un parc naturel régional de 100 000 hectares, labellisé en 1979 pour sa biodiversité unique en Europe. S'étendant de Niort à La Rochelle, c'est la deuxième zone humide de France. Batelier depuis ses 15 ans, Julien Leguet est le témoin de la disparition des grenouilles et des lentilles vertes causée par la pollution de ces canaux, qu'on appelait encore récemment la Venise verte. Quand je suis sur l'eau, peut-être que ça m'aide à ressourcer les raisons pour lesquelles je me bats. Avec les racines de mon investissement militant, elles sont vraiment là. Il y a une eau qui ressemble à une espèce de cloaque. On n'est pas très loin de la qualité des eaux qu'on va trouver dans des égouts. C'est une eau qui est très très chargée en nitrates. C'est une eau qui est très chargée en molécules pesticides. Et quand on voit un petit peu comment ce marais se remplit avec toutes les cultures céréalières qu'il y a aux alentours, il ne faut pas chercher à midi à 14h. C'est bien l'eau qui est le vecteur et qui va transporter toutes ces molécules dans le point le plus bas, à savoir le Marais Poitevin, deuxième zone humide de France, quoi. Voici comment le Marais Poitevin est devenu un territoire pollué. Traditionnellement, quand l'eau de pluie tombait du ciel, elle était canalisée naturellement par des rivières et des tourbières et ruisselait doucement dans les profondeurs de la terre jusqu'aux nappes phréatiques. Dans la région de Niort se trouvait le Marais mouillé, une zone sauvage de prairies humides ressemblant à une vaste cuvette dans laquelle l'eau s'infiltrait. Ce qui permettait d'irriguer en aval vers l'ouest le Marais desséché, traditionnellement plus cultivé. Mais cet équilibre ancestral du Marais Poitevin a été modifié après-guerre par le développement de l'agriculture intensive. Pour planter toujours plus de céréales, des exploitants ont reconverti des milliers d'hectares de prairies humides où paissaient des vaches en champs de blé ou de maïs. Problème, pour planter des céréales au printemps, il a fallu drainer l'eau qui imbibait traditionnellement ces prairies. Pour ce faire, les agriculteurs ont agrandi les rivières pour en faire de véritables autoroutes d'évacuation de l'eau vers la mer. En 40 ans, ils ont également drainé plus de 33 000 hectares de prairies humides pour les transformer en champs de céréales. Conséquence, une baisse du niveau des nappes phréatiques et un marais qui se vide. Défenseur de l'environnement, Jean-Jacques Guillet observe depuis 50 ans les dégâts que les cultures intensives de céréales provoquent dans le Marais Poitevin. Le voilà mon arbre préféré. Il est pourtant magnifique. Le lierre avait essayé de l'étouffer, mais le lierre est mort avant lui. Il y a seulement 25 ans, 30 ans, avant les prélèvements intempestifs dans la nappe phréatique, le collet de l'arbre était là. C'est-à-dire que la terre, la tourbe était là. On a perdu 60 à 80 cm ici de sol, de tourbe. On est en train de tuer les arbres. Et d'ailleurs, les arbres, c'est ce qui participe à humidifier l'atmosphère. C'est eux qui nous permettent d'avoir un climat tempéré. Quand on voit les arbres mourir, et c'est le cas de plus en plus et partout, quand on voit les sols s'affaisser comme ça, on devrait être inquiet. On devrait être très inquiet. Pour drainer l'eau du marais vers la mer, les agriculteurs ont construit de nombreux canaux de dérivation comme celui-ci. Là, c'est l'agriculteur qui défend ses propres intérêts et c'est lui qui ouvre ou qui ferme suivant ses envies. C'est grave parce qu'on assèche la nappe phréatique là. Parmi ces agriculteurs qui assèchent le Marais Poitevin, Thierry Bourret. C'est l'un des plus riches céréaliers des Deux-Sèvres,
mais il ne veut pas trop s'étendre sur la taille de son exploitation. Je ne peux pas trop dire les hectares, les machins, parce que c'est à chaque fois c'est polémique. Pourquoi ? Vous savez, la jalousie est le premier facteur de problème. On va quand même parler un tout petit peu de votre parcours. Oui, mais de manière assez brève. Je ferme, j'ai même envie de fermer le portail. Au sud-ouest de Niort, cet entrepreneur agricole très secret possède une holding financière avec de multiples sociétés, aussi bien dans la méthanisation que dans l'immobilier. Il contrôle ou co-gère 7 exploitations agricoles qu'il a rachetées au fil des années ou dont il a pris des parts. Son royaume s'étend aujourd'hui sur plus de 1800 hectares. Pour qu'il puisse les irriguer, l'État l'autorise à avoir sa propre bassine et il pompe 1 million de mètres cubes d'eau par an dans les nappes phréatiques. L'équivalent de la consommation annuelle de 35 000 habitants. Disons que nous, on n'a pas une politique de cueillette, quoi. Avant, quand il y avait très peu de population, en fait, on a une politique de cueillette, on allait dans la forêt, on prenait des fruits, ce qu'on trouvait, quoi. Non, nous, on a quand même une politique de production à moindre coût possible et le plus rationalisé possible. Voilà. Pour nourrir la planète. Pour nourrir la planète, pour nourrir l'ensemble des hommes, et on ne fait pas de différence entre un Français et un Africain. L'été, on a souvent une période sécheresse, soit au printemps ou en été. On a besoin d'irriguer pour que les plantes puissent se développer normalement. L'irrigation est un gros travail parce que c'est complexe et c'est quand même coûteux parce qu'en fait ça demande de l'énergie pour irriguer et puis ça demande beaucoup de travail et beaucoup de surveillance. Donc on le fait par nécessité, hein. On ne le fait pas par plaisir. Hein. Donc en fait, en gros, l'irrigation a la capacité de doubler en moyenne hein, une production. Hein. Donc c'est important et c'est nécessaire pour l'équilibre alimentaire du monde. Dans les années 80, une petite minorité d'irrigants qui ne représentent que 6% des agriculteurs commence à prélever beaucoup d'eau dans les nappes phréatiques, notamment en raison du boom du maïs. Originaire d'Amérique du Sud, cette céréale tropicale consomme beaucoup d'eau car elle ne supporte pas les étés secs. Elle n'est donc pas adaptée au climat charentais, mais Thierry Bourret l'adore. Il suffit de regarder dans le monde pourquoi cette céréale est numéro 1 mondial et pourquoi elle est autant produite dans le monde. Elle est autant produite dans le monde parce qu'elle est supérieure aux autres. Et après, la grosse partie du maïs, c'est l'alimentation animale. Mais aussi, ça a des capacités aussi demain de remplacer les plastiques. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on fait en fait par le pétrole. Aujourd'hui, on peut le faire avec toutes les céréales presque. Demain, faire un stylo en plastique avec du maïs, ça existe, quoi. Au fil des années, pour irriguer les 33 000 hectares de prairies humides qu'ils ont transformés en champs de céréales, les agriculteurs intensifs creusent des centaines de forages entre Niort et La Rochelle. Conséquence, une baisse du niveau des nappes phréatiques et des rivières qui s'assèchent sur plus d'1 millier de kilomètres chaque été. En 1996, au vu de la destruction des zones humides, la France est condamnée par l'Europe pour manquement à ses obligations de protection du Marais Poitevin. Il perd son label de parc naturel régional et cette condamnation est assortie d'une astreinte de 150 000 € jour si l'État français ne réagit pas. À l'époque, fonctionnaire territorial, Benoît Biteau est recruté par les régions concernées pour régler le contentieux. Il va géolocaliser 10 000 hectares de culture de céréales dans les parties les plus basses du Marais, qu'il faudrait impérativement réhabiliter en prairies humides pour réalimenter les nappes phréatiques. On a identifié les zones stratégiques, c'est pour ça que l'étude s'appelle comme ça, territoire stratégique, pour que l'eau soit ralentie, retenue, pour que l'eau ait le temps de s'infiltrer, de recharger les nappes profondes. Tout ça est dans les propositions, sauf que dans la discussion, dans la concertation, le monde agricole arrive avec une proposition qui consiste à dire si on veut
concilier le bon état des milieux aquatiques, le caractère humide de la zone et des activités agricoles productives, on aura besoin de faire des retenues de substitution. Et donc c'est ce qu'on appelle les méga-bassines aujourd'hui. Les méga-bassines, ce sont d'immenses réservoirs collectifs, jusqu'à 14 terrains de foot, que des irrigants remplissent en pompant l'eau de la nappe phréatique l'hiver. L'été, ils s'en servent pour arroser leurs cultures. Autoriser de nouvelles méga-bassines en échange de la reconversion de 10 000 hectares en prairies humides permettant l'élevage, l'Europe donne son accord. Du coup, la France subventionne la construction d'une quinzaine de méga-bassines, dont 10 en Vendée et 5 en Charente-Maritime. Une politique d'irrigation qui aurait fonctionné si les 10 000 hectares de champs avaient bien été reconvertis en prairies humides, afin de permettre aux nappes phréatiques de se recharger chaque hiver. Mais cela n'a pas été le cas. Ils ont réussi à avancer sur 1500 hectares ou 1600 hectares, donc c'est confidentiel, c'est parfaitement ridicule. Pour que ça fonctionne, il fallait qu'il y ait les 10 000 hectares, sinon ça marche pas. Même à 8000, c'est pas bon. Il fallait qu'il y ait les 10 000, on est à 1500 aujourd'hui au moment où on se parle. Alors que si on faisait ce qu'on proposait dans le territoire stratégique, de l'eau, il y en a. Et il y en a sans avoir besoin de faire des méga-bassines, parce qu'on recharge les nappes souterraines, et que les nappes souterraines rechargées pourront satisfaire tous les usages de l'eau. Il est là le problème. Il est là le problème. On n'a pas compris que le meilleur stockage, et de très loin, c'est le stockage souterrain. Il fallait une position ferme de l'État, il fallait une position dure de l'État, c'est-à-dire que ça relève d'une déclaration d'utilité publique. Si on laisse la profession, ils feront jamais rien. C'est eux qui ont retourné les prairies, ils vont pas les remettre en prairies. Il fallait que ce soit l'État au travers d'une DUP. Et l'État, qui est en cogestion avec la FNSEA, a refusé de tordre le bras à la FNSEA et de dire c'est 10 000 hectares, c'est DUP, on en a besoin pour la bonne gestion du Marais Poitevin, on les achète, on les remet en prairie, et derrière, on vous les confie en bail à ferme, à clause environnementale, et c'est de l'élevage, point barre. L'État n'ayant pas contraint les irrigants à respecter leur engagement, le Marais Poitevin a continué à être sacrifié sur l'autel de l'agriculture intensive. L'été, à Mauzé, la rivière Mignon n'est plus qu'un lointain souvenir. Enfant du Marais, Patrick Picot vient constater la destruction du cours d'eau. C'est tout ce qui reste de la rivière, quelques petits trous d'eau. Et malgré ça, l'irrigation est autorisée. Donc la nappe va continuer à baisser. Ces petits poissons-là, c'est la reproduction pour l'année qui va venir, pour les années suivantes. Donc ça veut dire qu'il y a une destruction de toute la faune aquatique, et donc qui va être obligée l'an prochain de se reconstituer et qui sera encore détruite. Donc ça veut dire que finalement il y a quelques mois de vie dans cette rivière, c'est tout. Et tous les ans, c'est à recommencer. Ces rivières qui s'assèchent pénalisent les pêcheurs, mais aussi les conchyliculteurs installés 40 km en aval. Comme Benoît Duriveau. Oh, mes huîtres! Hein, mangez pas tout, elles sont vendues! Vas-y, continue, Franck. Ayant besoin d'un apport régulier d'eau douce, ces huîtres et ces moules subissent de plein fouet l'accaparement de l'eau par les irrigants. Je baisse le haillon et les moules vont sous la douche. On coupe. Ici, il y a le muscle adducteur. C'est comme pour une huître. Et le bonheur. L'eau qui vient du Marais Poitevin, c'est la raison même de l'existence des moules et des huîtres sur Charon, dans la baie d'Aiguillon. En règle générale, tous les estuaires de la côte atlantique produisent soit des moules, soit des huîtres, tout simplement parce que c'est l'eau douce qui transporte des oligo-éléments et qui vient réguler la salinité du milieu. Ce qui est sûr, c'est que pas d'eau douce monte la salinité, trop d'eau douce baisse la salinité. Les excès, c'est comme la tablette de chocolat, personne n'aime les excès, ça rend malade ou ça peut tuer.
En France, le Code de l'environnement prévoit pourtant que l'eau du marais Poitevin devrait être réservée en priorité à l'eau potable. Ensuite à la préservation des milieux aquatiques et terrestres, donc les rivières et les estuaires. Et en dernier lieu, s'il y a assez d'eau, aux usages économiques comme l'agriculture. En théorie, les moules ne devraient donc pas souffrir de l'activité agricole. Alors que cette hiérarchie des usages, pourtant prévue par la loi, est violée tous les jours, la stratégie du président Macron était très attendue. En mars 2023, il dévoile enfin son plan eau. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il faut être clair, l'eau est indispensable à l'agriculture, elle est donc indispensable à notre souveraineté alimentaire. Et nous allons avoir plus de surface irriguée dans les prochaines années, c'est une évidence. Quand j'entends un président de la République nous dire qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation, est-ce que vous mesurez le côté méprisant, le côté insultant même, pour les 94% d'agriculteurs qui ne sont pas irrigants? Et comme si ça ne suffisait pas, leurs propos méprisants et insultants, ils justifient leurs propos qui consistent à dire qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation et qu'on va engager beaucoup d'argent public dans des fausses bonnes solutions, dans des fuites en avant. Mais ce jour-là, Emmanuel Macron a dit autre chose d'important à propos de l'eau. Réécoutez bien. L'eau est indispensable à l'agriculture, elle est donc indispensable à notre souveraineté alimentaire. Si on comprend bien, notre souveraineté alimentaire dépendrait de l'irrigation et des méga-bassines pour développer une production locale. Pour le vérifier, rencontre avec une élue de La Rochelle en charge de l'autonomie alimentaire d'un vaste territoire de 245 000 habitants. Pour elle, l'irrigation n'est pas forcément synonyme de souveraineté alimentaire. On sait que par rapport à ce qu'il nous faudrait, on surproduit de la céréale ici et on sous-produit du légume, du maraîchage, alors, les fruits c'est encore plus important. Et donc là on est à 2%? Alors là on était en 2017 à 2%. On n'a pas refait ce calcul. Par contre, 2% d'autonomie alimentaire, ça veut dire que oui. 2% de ce qui est consommé provient d'une culture locale de la région, c'est ça? Oui, on n'aurait pas besoin non plus de la totalité des espaces qui sont aujourd'hui en céréales pour arriver à ce dont on a besoin en maraîchage. Donc on n'est pas obligé de complètement renverser la table. Moi j'ai souvent des agriculteurs, notamment conventionnels, qui me disent mais si vous nous dites, par exemple sur la restauration collective, que vous avez besoin de tant de tonnes de carottes cultivées de cette manière-là, nous, on vous les fournit. Et ça veut dire que les hectares qui vont consacrer à la carotte faite de cette manière-là, ils vont pas la consacrer à faire des céréales d'une autre manière. C'est un sujet compliqué que d'arriver à convaincre des céréaliers qui font du maïs à grande échelle ou du blé à grande échelle se reconvertissent en culture de lentilles, en culture d'haricots verts, en culture de soja, en culture de pois cassés. C'est pas aussi binaire que ça. Ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire des rotations dans leur culture, d'ailleurs la plupart le font. Ils peuvent faire une partie en conventionnel, une partie en bio par exemple. Ils peuvent faire une partie avec du maraîchage de plein champ, etc. Ils peuvent faire une partie qui part à l'export, une partie qui reste sur le territoire. Voilà. Encore une fois, ça dépendra aussi de ce qu'on leur demande, de ce qu'on leur commande, donc de la manière dont on se nourrit. Et de ce que vous pouvez leur garantir en termes de revenus. Exactement. Alors, de ce que nous, on peut, en tant que collectivité, via la restauration collective, publique, donc école, EHPAD, voilà, mais de ce que chaque consommateur, dans son assiette, fait aussi. On ne peut pas tout faire reposer sur le consommateur, mais je pense qu'on ne peut pas non plus tout faire reposer sur l'agriculteur. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo, Off Investigation. C'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale.
Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube et à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don